On ne t'a pas demandé ton avis. Il y a une question qu'on ne pose presque jamais. Pas parce qu'elle est difficile à formuler, mais parce qu'elle est difficile à supporter. La voici. Est-ce que la vie que tu mènes en ce moment, tes ambitions, tes limites, ce que tu crois mériter ou ne pas mériter, est-ce que tout ça vient vraiment de toi ou est-ce qu'on t'a appris à vouloir exactement ce qu'il était commode que tu veuilles? Prends le temps d'y rester une seconde. Parce que si la réponse est inconfortable, c'est peut-être parce qu'elle touche à quelque chose de vrai. Cette vidéo ne va pas te donner de solution. Elle ne va pas te promettre une vie meilleure en 5 étapes. Elle va simplement allumer une lumière dans une pièce qu'on préfère généralement laisser dans l'obscurité. Ce que tu feras avec cette lumière, c'est entièrement ton affaire. Partie 1. Tu es né dans une pièce déjà meublée. En 1762, un homme publie un livre qui sera brûlé publiquement dans les rues de Genève. Son nom est Jean-Jacques Rousseau, et la première phrase de ce livre est peut-être l'une des plus dérangeantes jamais écrites. L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. On a brûlé ce livre, pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il disait aux gens quelque chose qu'on préférait qu'ils n'entendent pas, qu'ils étaient libres à l'origine et que leur condition n'était pas naturelle, qu'elle avait été construite par d'autres pour d'autres. Pense à ta propre naissance. Tu es arrivé dans un monde que tu n'avais pas choisi. Une famille, une langue, une religion ou l'absence de religion, une classe sociale, un quartier, un système éducatif, une idée de ce qui est bien et de ce qui n'est pas là, de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Personne ne t'a demandé ton avis. Ce n'est pas un reproche, c'est un fait. Et c'est justement parce que c'est un fait qu'il mérite d'être regardé en face. Parce que le cadre dans lequel tu es né n'est pas neutre, il n'est pas apparu par hasard. Il a été pensé, construit, transmis, et il continue de fonctionner silencieusement dans chacune de tes décisions, dans ce que tu oses désirer, dans ce que tu n'oses même pas imaginer. Le philosophe Charles Taylor appelait ça les horizons de signification, ces frontières invisibles qui définissent ce qui nous semble possible, raisonnable, légitime. On ne les voit pas, on les respire. La question n'est pas de savoir qui est coupable. La question est de savoir si on est prêt à regarder ces frontières pour ce qu'elles sont vraiment. Partie 2. L'école qui apprend à obéir. En 1882, Jules Ferry instaure en France l'école publique, laïque et obligatoire. Dans les livres d'histoire, c'est présenté comme une avancée majeure. Et sur certains aspects, ça l'était. Mais Ferry lui-même écrivait que l'école devait moraliser le peuple et former des citoyens utiles à la société. Utile. C'est le mot qui mérite qu'on s'y arrête. Utile à qui? Dans quel sens? Selon quels critères? Quelques années plus tôt, de l'autre côté de l'Atlantique, un ingénieur du nom de Frederick Taylor publiait ses principes d'organisation scientifique du travail. Le taylorisme. L'idée centrale était d'une clarté brutale. Diviser radicalement le travail entre ceux qui pensent et ceux qui exécutent. L'ouvrier n'a pas à comprendre, il a à reproduire. Le cerveau appartient aux ingénieurs, le corps appartient à l'usine. Ce modèle a structuré le travail pendant tout le XXe siècle, mais il a fait quelque chose de plus profond. Il a instillé dans des générations entières une vision de ce qu'est un être humain normal. Quelqu'un qui reçoit des instructions et les applique. Quelqu'un qui n'est pas là pour questionner, mais pour produire. Paulo Freire, pédagogue brésilien, a consacré sa vie à dénoncer ce qu'il appelait la pédagogie bancaire. L'image est saisissante. L'élève est un coffre vide, l'enseignant dépose des connaissances dedans. L'élève restitue. Personne ne questionne la valeur de ce qui est déposé. Personne ne demande pourquoi certains savoirs sont valorisés et d'autres pas. Ce n'est pas un complot. C'est quelque chose de plus insidieux. C'est une architecture. Et comme toute architecture, elle favorise certains mouvements et en rend impossible d'autres. Dans une pièce sans fenêtre, on ne manque pas de fenêtres. On ne sait tout simplement pas ce qu'on ne voit pas. En 1928,
Un homme publie un livre qui aurait dû provoquer un scandale mondial. Il s'appelle Edward Bernays. Il est le neveu de Sigmund Freud. Son livre s'intitule Sans détour, Propaganda. Ce n'est pas un livre théorique, c'est le manuel opérationnel d'un homme qui explique avec une tranquillité déconcertante comment orienter les comportements des masses sans qu'elles s'en aperçoivent. Comment utiliser les mécanismes inconscients pour vendre, persuader, gouverner. Bernays était consultant pour des gouvernements et des grandes entreprises. Il a notamment travaillé pour convaincre les femmes américaines de fumer en public dans les années 1920, en associant la cigarette à l'émancipation féminine. Il a transformé un comportement socialement répréhensible en symbole de liberté. La manipulation n'a pas besoin d'être brutale pour être efficace. Elle peut même se déguiser en libération. Et la religion dans tout ça? Je veux être précis ici, parce que le sujet est délicat. La foi en elle-même est une affaire profondément personnelle. Il y a dans les traditions spirituelles une richesse humaine réelle, une réponse aux besoins de sens, de consolation, de fraternité. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'usage institutionnel de la religion comme outil de régulation sociale. L'Église catholique, pendant des siècles, a prêché la pauvreté comme vertu. La souffrance terrestre était sanctifiée. La résignation devenait une forme de sagesse. L'au-delà promettait ce que le présent refusait. Pendant ce temps, la même institution accumulait des terres, des richesses, du pouvoir politique. En 1870, le Vatican était encore un État souverain avec sa propre armée. En 1633, Galilée est condamné par l'Inquisition pour avoir affirmé que la Terre tourne autour du Soleil. Ce qu'on oublie, c'est la logique politique qui sous-tend ce jugement. Remettre en question l'ordre cosmique, c'était remettre en question l'ordre social. Si la Terre n'est plus le centre de l'univers, peut-être que le pape n'est plus le centre de la vérité. Et si le pape n'est plus le centre de la vérité, peut-être que le roi ne l'est pas non plus. La vérité a toujours été dangereuse quand elle dérange ceux qui tiennent le cadre. Erich Fromm, psychanalyste allemand exilé aux États-Unis, a écrit en 1941 un livre que je considère comme l'un des plus importants du XXe siècle. Il s'intitule « La peur de la liberté ». Sa thèse est à la fois simple et vertigineuse. La liberté fait peur, vraiment peur, parce qu'elle implique une responsabilité totale, parce qu'elle nous confronte à notre solitude fondamentale. Et alors, plutôt que d'habiter cette liberté, beaucoup d'entre nous cherchent à la fuir en se soumettant à une autorité, à un groupe, à une idéologie, à un dogme, n'importe quoi qui nous décharge du poids de choisir. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une réponse humaine, compréhensible, à quelque chose d'immense. Mais la comprendre, c'est déjà commencer à s'en libérer. Quand ta souffrance est devenue un marché. Il faut remonter à 1859. Un Écossais du nom de Samuel Smiles publie un livre intitulé simplement « Self-Help », « Aide-toi toi-même ». C'est le premier best-seller mondial du développement personnel. Le message central est d'une clarté absolue. Si ta vie est difficile, c'est ta responsabilité. Travaille plus, plus fort, et tu réussiras. Ce livre paraît au moment précis où la révolution industrielle broie des millions d'ouvriers dans des conditions inhumaines. Des enfants travaillent 14 heures par jour dans les mines. Les syndicats sont illégaux dans la plupart des pays. Les inégalités sont vertigineuses et visibles. Et que propose Samuel Smiles à ces gens? De se prendre en main individuellement. Ce n'est pas un hasard de calendrier. C'est une réponse idéologique à une crise sociale. Au moment où les gens auraient pu se demander pourquoi le système est injuste, on leur propose de se demander pourquoi ils ne sont pas assez courageux. La faute glisse silencieusement des structures vers les individus. Et une industrie naît. En 1902, James Allen publie « As a Man Thinketh ». La thèse est séduisante dans sa simplicité. Tes pensées créent ta réalité. Si tu penses positivement, ta vie sera positive. Si tu souffres, c'est que tu penses mal. C'est beau, c'est rassurant, et c'est aussi une façon extraordinairement efficace de dédouaner tout ce qui est extérieur à l'individu. La pauvreté, un état d'esprit. L'échec, un manque de foi en soi.
l'injustice, une vibration négative qui attire le négatif. Cette pensée s'inscrit dans un mouvement américain appelé le New Thought, qui mêlait spiritualité, proto-psychologie et optimisme individualiste dans un cocktail parfait pour une société qui avait besoin de croire que le rêve américain était accessible à tous. Ce mouvement a produit des milliers de livres, des conférenciers, des gourous. Il a aussi produit, en 1937, l'un des livres les plus vendus de l'histoire humaine. Napoleon Hill et l'art de vendre du rêve. Think and Grow Rich, réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, vendu à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde, encore en tête des ventes aujourd'hui. Ce qu'on sait moins, c'est que Napoleon Hill était avant tout un vendeur. Ses biographies sont remplies d'escroqueries documentées, de fausses promesses, de cours vendus à des gens désespérés. Plusieurs de ses entreprises se sont soldées de scandales financiers. Mais le livre, lui, continuait de se vendre. Parce qu'il touchait quelque chose de profondément humain, le désir de croire que la réussite est à portée de main, que la différence entre toi et le millionnaire, c'est uniquement dans ta tête. Ce désir est réel, et il est légitime. Le problème, c'est quand ce désir devient le produit qu'on te vend. Dale Carnegie et la relation humaine comme technique. Dale Carnegie publie en 1936 « Comment se faire des amis ». Encore aujourd'hui, l'un des livres les plus lus au monde. Il enseigne les techniques de manipulation sociale douce, comment sourire stratégiquement, comment faire parler des gens d'eux-mêmes, comment donner l'impression de s'intéresser à l'autre pour obtenir ce qu'on veut. Le livre est présenté comme un outil d'épanouissement personnel. Ce qu'il enseigne en réalité, c'est comment performer la relation humaine au lieu de la vivre. C'est symptomatique de quelque chose de plus profond. Le développement personnel a progressivement transformé les relations humaines en transactions, l'authenticité en technique, la confiance en soi en produit à vendre. La récupération de la psychologie humaniste. Dans les années 50 et 60, la psychologie positive commence à se structurer comme discipline académique. À ses origines, avec Abraham Maslow et sa pyramide des besoins, il y avait une intention sincère, entendre ce qui permet à l'être humain de s'épanouir, pas seulement de survivre. Maslow lui-même était profondément humaniste. Il s'intéressait aux conditions sociales, collectives, nécessaires à l'accomplissement humain. Mais ces idées ont été récupérées, simplifiées et transformées en outils de motivation individuelle dans les entreprises, dans les formations, jusqu'à perdre toute leur complexité originale. La pyramide de Maslow est devenue une affiche dans les salles de réunion pour justifier que si tu n'es pas épanoui, c'est que tu n'es pas encore monté assez haut. Travaille encore un peu. Ce n'est pas ce que Maslow voulait dire, mais c'est ce qui se vendait. Tony Robbins et l'empire du séminaire. Dans les années 80, un ancien agent immobilier californien se réinvente en coach de vie et monte sur scène pour la première fois. Il est grand, il est fort, il est convaincant. Il marche sur des charbons ardents devant des milliers de personnes et leur dit que si lui peut le faire, elles aussi peuvent surmonter n'importe quoi. C'est du spectacle, c'est de l'émotion pure, concentrée, administrée à haute dose. Son empire vaut aujourd'hui plusieurs centaines de millions de dollars. Ses séminaires coûtent entre 1000 et 100 000 euros selon le niveau d'accès. Son public est composé majoritairement de gens en souffrance, en perte d'emploi, en rupture amoureuse, en crise de sens. Des gens qui cherchent une porte de sortie. Et on leur vend une porte, très chère, qui donne souvent sur le couloir suivant où une autre porte est proposée à la vente. Ce n'est pas une exception, c'est le modèle. Barbara Ehrenreich et l'injonction au sourire. La journaliste Barbara Ehrenreich a publié en 2009 un livre dévastateur intitulé « Smile or Die ». Elle y raconte comment, après avoir été diagnostiquée d'un cancer du sein, elle s'est retrouvée submergée par une injonction à la pensée positive. Des forums, des livres, des coachs lui expliquaient que si elle pensait assez fort à sa guérison, elle guérirait. Et qu'inversement, si elle avait des pensées négatives, elle risquait d'aggraver sa maladie. Elle a refusé, et elle a enquêté. Ce qu'elle a trouvé est accablant. L'idéologie de la pensée positive
tout va bien, sourit, visualise le succès, est devenue une forme de contrôle social extrêmement efficace. Elle culpabilise ceux qui souffrent, elle individualise des problèmes collectifs, elle décourage la critique au nom de la négativité. Quand une entreprise licencie massivement, elle ne propose pas aux employés une analyse du système économique. Elle leur offre des séances de coaching pour rebondir, pour transformer l'épreuve en opportunité. La souffrance est réelle, mais on la retourne contre celui qui l'a subie. 6 000 milliards de raisons de ne pas te guérir. L'industrie du bien-être, wellness, développement personnel, coaching, méditation packagée en application, représente un marché mondial estimé à plus de 6 000 milliards de dollars en 2023. 6 000 milliards. Ce n'est pas le chiffre d'une industrie qui aide les gens à ne plus avoir besoin d'elle. C'est le chiffre d'une industrie qui a besoin que les gens continuent d'avoir besoin d'elle. Le modèle économique du développement personnel repose structurellement sur la souffrance humaine, pas sur sa résolution, sur sa perpétuation maîtrisée. On ne te vend jamais la dernière étape. Il y a toujours un niveau supérieur, une formation avancée, un séminaire exclusif, un accès premium. Tu n'es jamais assez guéri, jamais assez éveillé, jamais assez performant, parce que si tu l'étais, tu n'achèterais plus. Ce que Gramsci appelait l'hégémonie culturelle a trouvé dans le développement personnel son expression la plus raffinée. Le système n'a plus besoin de te dire directement d'accepter ta place. Il t'a convaincu que si tu n'as pas la place que tu mérites, c'est parce que tu ne travailles pas assez sur toi-même. Il a transformé la critique sociale en problème personnel. Il a fait de la révolution intérieure un substitut à la transformation collective. Et il t'a fait payer pour ça. Partie 5. Les phrases qui ferment les portes. Il y a des phrases qu'on entend tellement souvent qu'elles finissent par ressembler à des vérités naturelles. Il n'y a pas de saut métier. Dans certains pays, ils meurent de faim. Sois réaliste. C'est comme ça. Je veux qu'on regarde ces phrases de près. Non pas pour les rejeter brutalement, elles contiennent parfois une part de vérité, mais pour comprendre ce qu'elles font à celui qui les reçoit. Il n'y a pas de saut métier. C'est vrai, dans le sens où toute activité humaine honnête mérite le respect. Mais souvent, cette phrase ne sert pas à valoriser celui qui l'entend. Elle sert à lui signifier qu'il doit se contenter de ce qu'il a, qu'il ne devrait pas vouloir autre chose. Dans certains pays, il meurt de faim. C'est un fait, absolument réel, absolument tragique. Mais cette phrase, dans le contexte où on l'utilise, ne pousse pas à résoudre la faim dans le monde. Elle transforme la comparaison en paralysie. Elle dit en réalité « tais-toi et sois reconnaissant ». Sois réaliste. Le réalisme est présenté comme de la sagesse. Mais qui définit le réel? Pendant des siècles, il était réaliste d'accepter que certains naissent nobles et d'autres serfs. Pendant des décennies, il était réaliste d'accepter que les femmes ne votent pas, que certains peuples soient colonisés. Le réel change. Et il change toujours parce que quelqu'un a refusé de le considérer comme une fatalité. Pierre Bourdieu a consacré des décennies à montrer comment fonctionne ce qu'il appelait la reproduction sociale. Dans une société qui prétend fonctionner au mérite, les positions sociales se transmettent de génération en génération, non pas par hasard ou par talent naturel, mais parce que les ressources nécessaires pour réussir, l'éducation, le réseau, les codes culturels, la confiance en soi, sont inégalement distribuées dès la naissance. Ce n'est pas une théorie de la victimisation, c'est une observation documentée. Et elle nous oblige à poser cette question: quand on dit à quelqu'un « tu as ce que tu mérites », est-on en train de le responsabiliser ou de lui faire porter la culpabilité d'une inégalité qu'il n'a pas créée? En juillet 1944, alors que la Seconde Guerre mondiale n'était pas encore terminée, 44 nations se réunissaient à Bretton Woods. Ils redessinaient l'ordre économique mondial, le système monétaire international, les règles du commerce global, les institutions qui allaient gouverner les échanges pour les décennies suivantes.
Les peuples concernés n'étaient pas représentés. Le résultat, le FMI, la Banque mondiale, le système du dollar comme monnaie de réserve mondiale, est encore en place aujourd'hui. Les règles du jeu ont été écrites une nuit de 1944, et nous jouons encore avec ce jeu. Ce n'est pas une anecdote, c'est le symbole d'une réalité plus large. Les grandes structures qui organisent nos vies ont été conçues par des gens qui ne pensaient pas nécessairement à nous. En 2023, le rapport annuel d'Oxfam révélait que 1% de la population mondiale possède plus de richesses que les 99% restants réunis. Je veux être précis ici, encore une fois. Ce chiffre n'est pas là pour alimenter une colère simple qui ne mène nulle part. Ce n'est pas une question de méchant contre gentil, c'est une question de système. Un système qui crée des règles fiscales, commerciales, juridiques, dont certains connaissent les failles et dont d'autres n'ignorent même l'existence. Antonio Gramsci, philosophe emprisonné par Mussolini pendant 11 ans, a développé dans ses cahiers de prison le concept d'hégémonie culturelle. L'idée, le pouvoir durable ne repose pas uniquement sur la force, il repose sur le consentement. Et ce consentement est fabriqué par les institutions, par la culture, par l'éducation, de telle façon que les dominés finissent parfois par défendre eux-mêmes un système qui les contraint. On ne leur a pas mis un pistolet sur la tempe, on leur a appris à appeler leur chaîne par le nom de la liberté. Partie 7. Tu as le droit de vouloir plus. Viktor Frankl était psychiatre à Vienne. En 1942, il fut déporté avec sa famille dans les camps de concentration nazis. Il perdit sa femme, ses parents, son frère. Il traversa Auschwitz, Dachau. L'innommable. En 1946, il publia Man's Search for Meaning. C'est l'un des livres les plus lus du XXe siècle. Sa conclusion, après avoir tout perdu sauf la vie, était celle-ci. On peut prendre à un être humain absolument tout. Ses biens, sa liberté, sa dignité, ses proches. Mais on ne peut pas lui prendre la dernière liberté, celle de choisir l'attitude qu'il adopte face à ce qui lui arrive. Je ne cite pas Frankl pour comparer nos vies ordinaires à l'horreur des camps. Je le cite parce que si cette liberté fondamentale a survécu à Auschwitz, elle peut certainement survivre au conditionnement ordinaire. Elle peut survivre aux phrases qui ferment les portes, aux institutions qui rétrécissent les horizons, aux croyances héritées qui pèsent sur les épaules. Nelson Mandela a passé 27 ans dans une cellule de 2 mètres carrés sur l'île de Robben Island, pour avoir refusé de baisser la tête devant l'apartheid, pour avoir dit que les êtres humains ne naissent pas avec des droits différents. Quand il est sorti, en 1990, il n'est pas sorti brisé. Il est sorti avec une vision. Ce n'est pas un exemple pour te culpabiliser. C'est un exemple pour te montrer ce que l'être humain est capable de tenir quand il sait pourquoi il résiste. Alors je veux te dire quelque chose directement. Tu as le droit de vouloir plus. Pas plus au sens de l'accumulation sans fin, pas plus au sens du consumérisme, qui est lui-même un autre conditionnement. Plus au sens de plus vaste, plus vrai, plus aligné avec ce que tu es réellement quand tu enlèves toutes les couches qu'on a déposées sur toi depuis ta naissance. Tu n'es pas destiné à voir petit. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de narcissisme. C'est simplement refuser de confondre les limites qu'on t'a imposées avec les limites de ce qui est possible. Respecter la loi, respecter la liberté des autres, ces deux choses sont fondamentales, elles sont la condition du vivre ensemble. Mais à l'intérieur de ces deux bornes, l'espace est infiniment plus grand que ce qu'on t'a dit. La vraie désobéissance n'est pas dans la transgression, elle est dans le refus de laisser quelqu'un d'autre définir la taille de ta vie, à ta place. Conclusion. Je vais terminer par une image. Imagine une salle de cinéma. Le film tourne depuis toujours, les personnages jouent leur rôle, l'histoire se déroule. Le public regarde, captivé, sans jamais se demander qui a écrit le scénario, qui possède la salle, qui choisit ce qu'on projette. La plupart des gens vivent leur vie comme ça, dans la salle, les yeux fixés sur l'écran.
Ce que cette vidéo essaie de faire, modestement, imparfaitement, c'est de te montrer l'existence de la porte de sortie. Pas pour te dire de fuir, mais pour te rappeler que tu peux te lever, te retourner, regarder le projecteur et choisir, en connaissance de cause, de rester ou de partir. Je te laisse avec une seule question. Si tu retirais tout ce qu'on t'a appris à vouloir, les attentes de ta famille, les standards de ta génération, les peurs héritées, les plafonds invisibles, qui serais-tu vraiment? Et qu'est-ce que cette personne-là oserait désirer? Tu n'es pas obligé de répondre maintenant. Mais ne laisse pas cette question mourir sans avoir été posée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur la boussole de l'intérieur. Prenez soin de vous.